Alors nous allons accueillir maintenant Maître Yvon Martinet. Maître Yvon Martinet est Bonjour. avocat sur Paris et nous lui avons demandé de travailler sur une approche juridique des marchés du carbone. Alors, Maître, vous êtes un spécialiste reconnu des questions environnementales. J'ai lu que vous étiez président d'honneur du club des avocats environnementalistes. Nous avons bien besoin de connaître ce que recouvre en définitive juridiquement ce marché bas carbone ou carbone. Donc je vous laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Très Euh, bien en ce qui me concerne. j'ai préparé un PPT, mais je ne vais pas le diffuser. Il sera disponible pour tous les connectés, tous les participants, bien entendu. Je vais le résumer. Donc, voilà. Mais je ne vais pas le diffuser. Je vais le résumer. Je voulais dire en introduction, par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Hubert Bossplatière, tout à l'heure, que lors de la consultation publique sur le label, il y a eu une phase de consultation publique, comme d'habitude, si je puis dire, où on a pu faire nos remarques sur le projet de texte. J'avais fait moi-même la remarque dans la consultation publique sur le fait que cette absence d'échange ou de vente des crédits était absolument injustifiée. Ça n'a pas été pris en compte. Je vous remercie de l'avoir noté tout à l'heure parce que oui, M. Souzana le disait à l'instant, c'est une première étape, mais on ne pourra pas rester sans un mode d'échange et de vente si je puis dire, de ces crédits. Parenthèse fermée, ce que je voulais vous dire en synthèse, si l'on peut dire, de la captation par le droit de ces enjeux pour l'agriculture et la sylviculture sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'on est évidemment dans un cadre conventionnel, c'est du droit conventionnel, le protocole de Kyoto évidemment, l'accord de Paris qui, on va dire, se substitue en quelque sorte au protocole de Kyoto qui a pris fin dans sa dernière étape et sa dernière séquence en 2020. Cet accord de Paris qui est un droit conventionnel atypique. Hubert Védrine avait dit au moment de sa ratification que la communauté internationale était née enfin de l'accord de Paris. J'espère qu'il a eu raison, mais en tout cas, l'accord de Paris est le premier texte conventionnel qui met au même niveau la réduction des gaz à effet de serre et la protection des puits de carbone et donc de la captation des gaz à effet de serre. C'est donc finalement une sortie des silos. Vous évoquiez ça tout à l'heure, monsieur le professeur. Il nous faut sortir des silos absolument sur ces matières, en droit en particulier, c'est une évidence. Donc, pour la première fois, finalement, un texte climat qui n'était pas un texte biodiversité. Vous savez qu'on a encore des COP séparés. On aura en 2021 une COP biodiversité en Chine et une COP climat à côté. On a des COP séparés et pour la première fois, l'accord de Paris avait finalement réuni sur ces questions les enjeux biodiversité climat. Sur ce constat-là, qu'est-ce que le droit conventionnel international je dirais, a donné? En fait, pas grand-chose pour notre sujet agriculture-sylviculture, puisque comme le méthane et le protoxyde d'azote n'ont pas été inclus dans les marchés régionaux, marché chinois à part, j'y reviendrai dans quelques instants, marché néo-zélandais à part. Mais par exemple, le marché européen du carbone, si il prend en compte l'amont, c'est-à-dire la production d'intrants, et l'aval, les industries agroalimentaires, il n'a prévu aucune suggestion, aucune contrainte sur les émissions de méthane ou sur les émissions de protoxyde d'azote. Donc, on peut considérer que, eu égard à l'impact de l'agriculture et de la sylviculture, le marché de carbone stricto sensu n'a pas beaucoup fait avancer les choses. C'est un peu faux, j'y reviens dans quelques instants quand même. Mais
clairement, cette place agriculture-sylviculture, elle est davantage, et on vient de le voir à l'instant avec M. Sousana, dans la compensation carbone, les marchés volontaires et globalement, je dirais, la mise en place sur le territoire de manière plus locale, de manière beaucoup plus finalement terrain que dans le cadre des accords internationaux sur la mise en place des marchés. Un rappel sur les outils économiques, le marché du carbone, c'est avec la taxe carbone, dont on connaît les vicissitudes, au plan français, au plan européen. Vous vous souvenez qu'il a fallu la débaptiser en 2014 pour qu'elle soit intégrée notamment dans l'ensemble des taxes, TICC, TICGN, parce qu'on ne pouvait plus entendre même le nom taxe carbone, hein, c'était devenu politiquement incorrect, hein, puisque le Conseil constitutionnel l'avait déclaré inconstitutionnel, mais il fallait s'y attendre à l'époque, c'est comme ça. Et de la réglementation, donc on a bien 3 outils économiques, on a la réglementation, la PAC, par exemple, la taxe, et puis on a les marchés. Donc c'est 3 outils combinés qui peuvent évidemment, s'ils sont efficaces, se consolider et arriver à des résultats. Basés sur l'identification d'externalités négatives, bien entendu, le principe pollueur-payeur, et puis globalement donner un prix au gaz à effet de serre, plus particulièrement à la tonne de carbone. Le tout dans la séquence que rappelait Jean-François Sousana tout à l'heure, la séquence qui est légale et réglementaire en France, notamment depuis la loi 2016 biodiversité, qui est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. À l'intérieur donc de ces outils économiques, les marchés du carbone ont été institués. Ils ont été institués, encore une fois, dans le cadre de Kyoto, et ils l'ont été régionalement. Régionalement pour l'Europe. Comme vous le savez, l'Europe a fait 4 phases. Une phase 2005-2007, 2008-2012 et une phase 2013-2020 qui se conclut par une 4e phase qui est maintenant la mise en œuvre de l'accord de Paris. M. Sousana rappelait tout à l'heure les évolutions récentes et vous aussi, professeur Bosse-Platière, vous l'avez rappelé dans l'introduction. Le marché européen, il a essuyé les plâtres, il a été le premier de ces marchés. Il est basé, comme tous, sur un système dit de plafonnement et d'échange. Hein. Le nom anglais qui est donné à ces marchés, c'est Cap and Trade, Cap pour plafond, qui fixe le montant des émissions de certains gaz à effet de serre générés par les entreprises ou les institutions qui sont dans le système, et Trade parce que ce n'est pas le cas du label, vous l'avez compris, bas carbone, je l'ai dit tout à l'heure. On peut échanger, on peut vendre des quotas ou des droits d'émission, et c'est un système effectivement organisé d'échange qui a globalement fonctionné. Il y a eu, vous le savez, des fuites de carbone, on a vu des escroqueries absolument lamentables, notamment à la TVA, qui ont été ensuite jugées devant les tribunaux français, notamment en correctionnel. Mais bon, globalement, c'est un marché qui a fonctionné, mais qui a manqué pendant longtemps d'un critère clé de ces marchés, c'est un régulateur. La Commission européenne a été assez molle, pardonnez-moi l'expression, elle l'est moins aujourd'hui, mais on a manqué de régulation. Or, dans les marchés, et même les marchés volontaires, hein, ceux de la compensation dont je vais parler dans quelques instants, on a ce facteur clé fondamental qui est la régulation. Ce régulateur, il a été plus fort dans d'autres marchés régionaux, les marchés chinois notamment, qui ont démarré plus tard, hein, vers 2013, tout d'abord dans quelques régions chinoises, puis on va dire au plan global Chine depuis 1 an. Et c'est vrai que le niveau de conformité, un terme un peu technique, pardonnez-moi, de ces marchés en Chine est impressionnant
quand on regarde justement le niveau de conformité pour le marché européen. Mais ça, c'est parce qu'ils ont tiré les conséquences aussi du modèle européen qui a manqué de régulation et qui a finalement manqué un certain nombre d'objectifs, même si, vous le verrez dans les slides que j'ai préparés, on a quand même un bon résultat au final. La troisième phase, donc Kyoto et donc marché européen, dans le cadre Kyoto, se termine. On entre maintenant dans l'application de l'accord de Paris, qui lui a fixé on va dire un plafond global des émissions, avec des National Determined Contribution, les NDC, par lesquels les États s'engagent sur des phases quinquennales à réduire leurs émissions, et donc on retrouve le système d'échange, mais d'une autre manière, dans le système, on va dire Paris, mais ça a la même logique. On retrouve également, deuxième aspect des accords et du droit conventionnel sur Kyoto, des mécanismes de compensation qui, à l'intérieur du protocole de Kyoto, fondaient la possibilité de prendre en compte des projets de réduction d'émissions ou de séquestration des gaz à effet de serre dans les pays qui étaient signataires et qui étaient les pays émetteurs de l'annexe 1, dans des pays bénéficiaires de l'annexe 2. C'est ce qu'on appelle des MOC, ou mises en œuvre conjointes, qui sont on va dire des projets qui permettent entre les États signataires, entre les institutions relevant du marché de compensation style Kyoto, de promouvoir finalement des financements de projets dans un pays du Sud et en contrepartie d'obtenir des crédits d'émission pour, si je puis dire, pour être en conformité. Et puis le MDP, mécanisme de développement propre, donc qui sont également des mécanismes où nous allons avoir du transfert de technologie et du transfert de, si je puis dire, de savoir-faire et donc au bénéfice de pays du Sud par les pays de l'annexe 1. Donc aujourd'hui, ce sont les pays débiteurs au sens de l'accord de Paris vis-à-vis des pays créditeurs. Et on a toute une série du coup de MDP ou de MOC qui ont été mis en œuvre dans le cadre Kyoto, qui le seront dans le cadre de l'accord de Paris, et le label bas carbone français s'inscrit dans ces mécanismes, si l'on peut dire, globalement, de compensation. Je terminerai ma présentation là-dessus. Ces mécanismes de compensation, ils sont évidemment ceux qui permettent le mieux de prendre en compte l'impact agriculture-sylviculture, puisque c'est ceux-là qui sont, on va dire, le plus proche du terrain, de la réalité. On a vu tout à l'heure dans la slide de M. Sousana à quel point, sur le plan international, ça fait vivre des coopérations internationales, mais sur le plan domestique, ça peut faire vivre des projets très concrets. Moi, j'ai travaillé notamment avec l'un des lauréats du concours du gouvernement et de la Banque de France qui s'appelait TIGA, Territoire d'innovation à grande ambition, dont les lauréats ont été primés en septembre 2019. Et moi, j'ai participé à un projet avec l'ensemble rochelais, qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone. J'en fais pas la promotion, mais c'est excellent en termes on va dire, d'exemples de compensation et de mise en œuvre de mécanismes de compensation sur tout un territoire, incluant toutes les sources de gaz à effet de serre. Et dans le projet TIGA pour La Rochelle, le cœur du projet, c'est un agrégateur carbone,
piloté par la communauté d'agglomération rochelaise qui intègre tous les projets bas carbone, notamment de compensation venant de l'agriculture, de la sylviculture, de la mer, puisque c'est un territoire à la fois, je dirais, maritime, mais aussi rural, qui est extrêmement pertinent et qui a en plus une belle histoire. Encore une fois, j'en fais pas la promotion, hein, mais je voulais donner cet exemple parce qu'il est extrêmement clair dans la façon dont, sur un territoire, on peut rassembler à la fois la méthode marché carbone traditionnelle et la méthode compensation carbone. Voilà pour cette présentation, on va dire, globale des outils. Encore une fois, ils sont complémentaires. Ils ne sont pas, ces marchés, je dirais, plus ou moins efficaces que la réglementation ou que, on va dire, la fiscalité, que la taxe carbone. Ils participent à cet ensemble d'innovation et de résilience énergétique, climatique, environnementale que nous devons tous prendre en compte. Les juristes, évidemment, ça va de soi. Avec les économistes, la majeure du raisonnement n'est pas juridique. La majeure du raisonnement en droit de l'environnement, elle est toujours technique, elle est toujours scientifique. Elle est, avec les questions carbone, en plus économique. Et donc, c'est vraiment la mineure du raisonnement qui dans le syllogisme juridique, est le droit, mais pour autant, il est structurant, il participe, le droit, à cette construction, il est un élément de cette infrastructure. On peut même dire que c'est un droit à infrastructure quand on voit ce qu'est devenu le droit de l'environnement et par capillarité aussi les aspects sanitaires, hein, que moi je travaille dans nos dossiers, puisqu'il y a souvent sanitaire, environnement mêlé, donc votre monde, je le dis, ne m'est pas du tout inconnu dans ma pratique professionnelle, hein, c'est clair, même si je suis un spécialiste de droit de l'environnement, je fais aussi beaucoup de droit rural et évidemment de droit de l'alimentation. Donc, ce droit structurant-là, c'est une réalité, et vous le disiez, professeur, en introduction, on devrait davantage le comprendre et le mettre en avant. J'ai signé dans le Dalloz de décembre 2020 un papier sur l'évolution du droit de l'environnement, et je disais dans mon papier que d'un droit, quand j'ai commencé, d'un droit même pas autonome, petite partie, sous-partie du droit public, on est devenu en 2020 un droit totalement autonome, ni public ni privé, structurant tous les projets bas carbone en France, en Europe et dans le monde. Un droit infrastructure, c'est assez exceptionnel quand même. Moi, j'en suis évidemment touché d'avoir pu vivre cette évolution depuis 30 ans de notre droit et de vivre avec vous cette révolution qu'est la civilisation décarbonée et la civilisation bas carbone, dans lequel le droit, avec ses outils, on va dire, macro, droit conventionnel international, et ses outils micro, les contrats que vous allez voir toute la journée dans le cadre du label bas carbone, s'imposent comme un élément très structurant. Merci de votre attention et je remercie vraiment Jean-Baptiste de m'avoir invité à participer à cette très belle journée, à cette matinale. Merci beaucoup. Eh bien, Maître, vraiment, je crois pouvoir parler au nom de tous. C'était un régal, un réel plaisir de vous écouter. On vous lira au Dalloz et puis également, on lira avec attention votre contribution écrite lorsque notre ouvrage paraîtra. On aurait plein de questions à vous poser, mais le temps file malheureusement et je suis aussi, en tant que président de séance de cette matinée, gardien des horloges, si je puis me permettre d'utiliser cette expression.